flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui donc pour parler toujours de bien-être et on a la chance de recevoir Maya et Sylvaine. Est-ce que vous voulez vous présenter les filles? Bonsoir. Je suis Sylvaine, je suis praticienne certifiée en neurotraining. Je me suis également formée à toute la dynamique et la mécanique de l'épigénétique qui me fascine, qui est la plus belle révolution de ces dernières années. J'ai d'abord été fascinée par l'outil de lecture du corps par lequel passe le neurotraining. Mais je reconnais qu'aujourd'hui, cette révolution de l'épigénétique me motive davantage. En tout cas, je m'en sers dans mon protocole en neurotraining aujourd'hui. Très intéressant. On a hâte d'en savoir plus. Avec plaisir. Et toi, Maya, du coup? Alors moi, je suis Maya Lhomme, donc ça fait plus de 25 ans que je travaille dans la beauté, dans la mode. En fait, je maquille les mannequins, les célébrités pour leurs événements. Et en parallèle, j'ai toujours développé l'énergie. Donc ma philosophie, c'est réunir la beauté et l'énergie, donc la beauté énergétique. Donc de pouvoir offrir une nouvelle façon de faire rayonner cette énergie. Donc moi, je suis passionnée du subtil, de tout ce qu'on ne voit pas, mais que l'on ressent et qui nous font briller, qui nous font être heureux, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous rend beau et belle, c'est l'amour, c'est la vibration universelle, et ça, c'est important de pouvoir le partager. Donc de par mon activité dans le maquillage et aussi ma marque, parce que j'ai fondé une marque il y a quelques années qui s'appelle Santara Holistic, j'essaye de donner les outils au quotidien pour pouvoir développer ça. C'est peut-être une petite clé, des petits outils au quotidien pour retrouver des rituels. Peut-être des rituels qui nous font du bien, voilà, qui nous rend plus sûrs de soi et plus aimants avec soi-même et les autres. Et comment vous en êtes venu à ces parcours-là? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément immédiat, évident. Enfin, même si ça fait 25 ans, j'imagine que ça a vachement évolué pour toi, Maya, depuis le début. Enfin, il y a eu pas mal d'étapes, j'imagine. Ah oui, énormément, puisque il y a toujours des doutes, surtout dans le domaine du bien-être. Ça a toujours pas été facile. Depuis ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, on a vu beaucoup de personnes qui ont commencé à s'intéresser à d'autres façons de voir la santé, le bien-être, la beauté. Donc c'est vrai que ça a été une porte ouverte pour nous pour pouvoir développer plus de moyens et communiquer avec les personnes. Mais écoute, c'était pour moi c'est une passion de toute ma vie. C'est la façon dont j'ai grandi aussi, parce que je pense que tous les thérapeutes quelque part ont eu des blessures, sont tous des personnes qui ont besoin de guérir des choses, qui ont besoin aussi de partager, parce qu'en fait tu transformes ta douleur, tu transformes tous les événements qui t'ont abîmé ou font évoluer, et de ça tu as envie de le partager après, et c'est comme ça que peut-être tu te formes ci ou ça, et c'est magique. Je trouve que c'est beau. Mais tu m'ôtes les mots de la bouche. Moi, c'est effectivement à la suite de drames d'une extrême violence que d'abord j'ai entamé un travail de deuil et en parallèle un travail de développement personnel qui m'ont conduite assez presque intuitivement à me former en neurotraining, à faire quelque chose de ces blessures. Et puis je crois que pour comprendre les névroses de ces patients, il faut comprendre d'abord les siennes. Donc j'ai voulu faire quelque chose de mes névroses, de mes douleurs, de mon deuil, et c'est comme ça que je suis, parce que moi c'était une reconversion, mais quelque part j'ai toujours été thérapeute. J'avais dans ma carrière dans la communication autrefois, j'avais un patron qui ne cessait de me dire mais c'est pas possible, tu as une connaissance de l'humain qui est absolument incroyable, fais-en quelque chose. Et j'en avais pas encore conscience, et il a fallu alors j'étais déjà passée par mes drames, mais c'était pas encore venu dans ma conscience élaborée que j'étais faite pour accompagner l'autre, et que j'étais faite pour comprendre ces névroses, et j'avais tellement compris que dans mes errances, dans ma quête personnelle, que la généalogie était riche
riche d'enseignements. Moi, j'étais partie sur ma généalogie pour comprendre pourquoi j'avais vécu ça. Qu'est-ce qui a fait que c'était arrivé à moi? C'est-à-dire, j'ai jamais cru au facteur pas de chance. Oh là là, Sylvane, elle a pas de chance, elle a vécu ses drames, etc. Non, ça m'est arrivé à moi. J'y suis allée avec toute ma dynamique, avec toute ma responsabilité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire pour que ça m'arrive à moi? Donc, en fait, la généalogie est effectivement très riche d'enseignements et c'est ce qu'on va chercher avec les patients. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arbre, comprendre de quoi on a hérité. Et tu penses que une fois qu'on a compris, on peut vraiment en faire quelque chose comme tu disais, Alors, Maya comprendre ne suffit pas. Ok, on a compris, so what? L'idée, c'est d'aller mieux. Donc non, comprendre ne suffit pas, mais c'est important de savoir de quoi on a hérité, parce qu'il y a une vraie logique comportementale. Moi, je pense qu'il y a eu personnellement une logique à ce que je sois allée dans ces situations-là et que c'est généré ces drames. Bon, après, là, on rentre dans une dynamique un peu invisible, mais on a peut-être des missions de vie et je devais passer par là et il y a pas de hasard. Hein, il y a pas de hasard et pas de chance. Quand tu dis pour resituer, parce que je pense qu'on l'entend tous comme ça, quand tu dis aller dans ces situations-là, c'est pas y aller de façon kamikaze, c'est y aller de façon apprentissage. On est d'accord? De façon inconsciente. Oui, de façon inconsciente, mais parce qu'il y a un apprentissage derrière. Bien sûr. C'est pas se fourrer dans des mauvaises situations, c'est ça que je veux dire. Se fourrer dans des mauvaises situations, c'est que tant que on n'a pas compris finalement d'où on vient, tant qu'on n'a pas réglé ces mots, l'histoire va se répéter. Elle est engrammée dans nos cellules et l'histoire va inlassablement se répéter. Parfois jusqu'au point qu'un symptôme sorte, cette espèce de langage non verbal qui vient te bousculer, qui est un feu vert et qui vient te dire ça c'est le contexte dans lequel tu dois progresser et tu dois te remettre en question. Et tant qu'on ne fait pas ce travail-là, les situations, ça moi j'ai plein de patients qui viennent me voir parce que ils répètent inlassablement, immanquablement, résolument les mêmes situations. Et leur cerveau émotionnel ils n'ont pas fait le travail parce que l'important c'est que le cerveau émotionnel comprenne le message et comprenne les choses. La conscience élaborée, la personne sait très bien qu'elle répète, elle en a marre, elle a pas de bol. Moi j'essaye de leur dire avec toute l'empathie que j'ai et puis tout le professionnalisme que j'ai que non, c'est pas une question de pas de bol. Tant que t'as pas compris, t'y retourneras parce que le cerveau a besoin de justifier ses craintes. Donc, en admettant que dans ton histoire familiale, on t'a transmis sans ouvrir un livre et te dire ma fille, mon fils, tu sais, les hommes sont tous des prédateurs. Non, on peut transmettre des choses dans l'invisible, dans l'implicite, mais tant que cette croyance n'est pas éradiquée, je donne cet exemple-là qui est hyper parlant parce que j'ai quand même beaucoup de femmes qui viennent me voir parce qu'elles n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, elles aimeraient rencontrer quelqu'un, et mais finalement peut-être que de rencontrer personne les préserve du stress incommensurable de tomber sur le fameux prédateur parce qu'il a été transmis de génération en génération dans l'invisible que l'homme est un prédateur, un cassos, tout ce que tu veux. Donc elle va inlassablement honnêtement, le cerveau, lui, il cherche des solutions winner de survie. Si le stress c'est de tomber sur un homme prédateur, soit j'attire à moi ce qui permet de justifier mes craintes, donc je vais tomber sur le fameux prédateur pour prouver à mon cerveau que j'avais bien raison, blablabla, soit au contraire, alors là, solution, mais alors c'est le podium, je vais rester seule. Parce que finalement, en étant seule, je suis certaine, absolument certaine de pas tomber sur un prédateur. C'est comme ça que ça te passe. C'est presque mathématique en fait. Moi, j'aime bien dire que c'est des mathématiques en fonction de ce qui a été vécu, en fonction de ce qui a été transmis. Il y a une logique de carence, il y a une logique comportementale et qui empêche la personne d'atteindre ses objectifs. Et par exemple, si on vient de voir pour cette problématique-là, tu penses qu'en combien de séances tu peux résoudre ce problème? Non, alors bon, je suis pas une faiseuse de miracles, je suis pas une magicienne. Il y a pas d'obligation de résultat. C'est des professions, c'est des métiers dans lesquels il y a pas d'obligation de résultat parce que d'abord la guérison entre guillemets, elle appartient au patient. C'est un travail d'équipe. Mais la guérison, elle appartient aux patients. Il y a des patients qui ont des résistances, il y a des personnes qui pourtant viennent avec leur conscience élaborée, voilà, je veux m'en sortir, mais en fait, au fond d'eux, ils ne veulent pas s'en sortir. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc oui, en combien de séances? C'est des disciplines qui sont très brèves. Franchement, en 3 ou 5 séances, enfin moi j'ai des protocoles de 3 ou 5 séances, on peut lever des peurs. On peut pas faire de miracle, mais on peut lever des peurs. La peur du prédateur, la peur des araignées, la peur des avions, la peur de s'engager, la peur enfin toutes ces peurs diverses et variées qui sont totalement construites. Oui, on peut les lever.
C'était intéressant d'avoir un ordre d'idée. Après, on le dit souvent dans le podcast pour nos auditeurs, c'était un peu une blague, entre guillemets, parce qu'on sait que ça prend du temps et que toute thérapie et tout travail il n'y a pas de baguette magique et c'est important de le Il n'y a pas de repréciser. baguette magique, mais aujourd'hui, toutes ces disciplines qui participent d'un phénomène de mode malgré tout sont des disciplines brèves. Ces disciplines holistiques sont des disciplines brèves très souvent. Donc, tu ne pars pas pour 10 ans sur un divan. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec cette forme-là de thérapie, mais on ne part pas pour 10 ans. Non. Non, puis souvent, elles peuvent être complémentaires. Complètement. Moi, j'ai beaucoup de patients qui font des psychanalyses en parallèle ou des psychothérapies. Ouais, bien sûr. Qui peuvent aller voir Maya pour des moments de détente. De qui font détente du bien. aussi. Exactement. Mais Et que j'encourage. c'est très juste. Moi, je trouve aussi que ce sont des thérapies ou des moments de détente qui doivent rester assez brefs parce que tu donnes une clé et après ton patient, la personne qui vient te voir, elle va trouver la solution. En général, l'ennemi numéro 1, c'est toujours soi-même. Exactement. Et de répéter des choses, tu vas conforter la personne qui vient te voir dans son problème. Et en fait, finalement, de faire durer toutes ces séances, parfois, ça peut faire l'effet contraire. Et je pense que donner les clés, pousser la personne à aller vers ce qui est bon pour elle, ce qui lui fait du bien, ça, ça va faire tout le travail. C'est la personne qui va pas s'auto-guérir, mais venir comprendre les mécanismes qu'elle a enclenchés et ce qu'elle a besoin de travailler. Et puis, de toute façon, je pense que des fois, il y a aussi quelque chose comme un timing. C'est-à-dire que même si des fois, on peut pas brûler les étapes et que si on veut régler ce problème à un moment T, c'est peut-être pas ce moment-là et ça sera peut-être le moment d'après parce que ça a été décidé comme ça. Mais même en faisant le travail, encore une fois, c'est des portes qui s'ouvrent qui peuvent peut-être engendrer sur une autre problématique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ouvert et que ça permet justement de se sentir mieux. Oui. Et qu'on peut pas forcément décider de tout non plus. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma croyance. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le partage avec des expertes. Je pense qu'on a très peu de libre arbitre à partir du moment où effectivement on n'est pas déconditionné de son histoire familiale. On a très très peu de libre arbitre. La conscience élaborée permet en fait très peu de choses. C'est toute la partie immergée de l'iceberg qui nous gouverne. Et ça, c'est super intéressant. Alors ça fait flipper, ouais. Mais soit on a le courage d'affronter ces démons et on y va et ce qui permet de trouver la notion du choix, soit on n'y va pas et on est conditionné parce qu'on est tous viscéralement conditionnés. Et puis même en allant plus loin, moi je pense que même quand on décide d'y aller et qu'on fait le choix de vraiment être courageux et d'aller dans le travail, ça peut prendre du temps aussi. Et c'est pas quelque chose qui est immédiat, ça peut prendre du temps, ça peut prendre aussi plusieurs personnes, plusieurs techniques pour ça dépend des problèmes, mais ça c'est important de le préciser, je pense. T'as dit le conditionnement. Oui. Ouais. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on se conditionne tous, c'est-à-dire que familialement, on conditionne, donc on ne fait jamais les choses réellement pour soi, mais on le fait pour les autres, pour sa famille. Et en fait, ce qui est important dans la vie, c'est d'arriver à se reconnecter à soi, à ses vrais besoins, à quoi on aspire, comme tu disais tout à l'heure. C'est quoi ma mission de vie quelque part? Et de répondre de se répondre à soi-même, c'est-à-dire de ne pas faire en fonction du regard de l'autre, de ce que l'autre attend, etc. Bien sûr. C'est-à-dire, je le fais pour moi, pas pour les autres. On veut toujours faire les choses pour les autres ou pour la vision des autres, dans un prisme. On a chacun notre prisme différent. Alors, quand tu te dis, OK, je le fais pour faire du bien aux autres, mais quelque part, ce n'est pas d'être égoïste, mais se recentrer. C'est très mal vu, malheureusement, en France, de faire pour soi. Ou même, en Occident plus généralement, c'est tout de suite, ça donne une dimension de narcissisme. Or, c'est faux. Il faut s'aimer. Faut penser d'abord à soi. Faut même s'adorer. Moi, je dis, faut s'adorer. Moi, je m'adore. Je le dis à vos auditeurs. Je m'adore je m'aime. Et c'est vrai que c'est le début d'une histoire d'amour avec la vie. Donc, si on passe pas d'abord par soi, je vois pas comment on peut aller vers l'autre ou aider l'autre. Complètement. Et justement, toi, tu proposes justement des soins pour se reconnecter à soi et pour revenir à soi aussi, parce que c'est ça ta marque holistique, c'est de pouvoir prendre soin de soi pour se retrouver bien avec soi. Oui, revenir à l'essentiel, revenir aux choses qui sont simples, se faire du bien, savoir qu'est-ce qu'on aime et juger de ce qui est bon pour soi. Donc, ça peut passer par un rituel de massage, se reconnecter avec sa peau, avec les sensations, parce que parfois, on va se faire masser, mais sincèrement, il y a des personnes qui ne se touchent jamais, qui ne touchent pas sa peau, qui ne se massent pas, donc se reconnecter avec ses propres sensations. Donc déjà, rituel de massage, c'est magnifique. On va aller devant le
miroir et on va se regarder et avoir plein de compassion, d'amour pour soi-même, ça aussi c'est magnifique. Et de toute manière, on n'a pas le choix. On est sur cette terre, c'est une mission et il faut s'aimer parce que sinon le combat est trop difficile. J'adore. Donc c'est tellement beau et tellement vrai. Ouais. Il faut aller de l'avant. Il faut pas avoir honte de s'aimer voilà. parce qu'on alors c'est personne aussi Maya, mais ça va complètement dans le sens que tu dis, ces personnes qui il y a deux choses, il y a aussi des personnes, pour parler du conditionnement, qui ont grandi dans la pudeur, qui viennent d'une histoire familiale où on ne montre pas. C'est-à-dire qu'on cache même sa joie. Et on ne montre bien sûr pas sa tristesse. Donc c'est très compliqué d'accéder à ce dont tu parles quand on vient d'un tel conditionnement. Et est-ce que vous pensez, parce que, si je peux me permettre, comme vous avez presque 50 ans, c'est aussi... Moi, je les ai dépassés. Non, mais je faisais une balance. Enfin, vous avez une 50aine d'années, mais Maya, elle les a pas encore. Donc, on est en très précis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est plus facile d'être une femme à 50 ans que ça l'était à 20, 30, 40 ? Comment ça évolue parce que j'ai l'impression que c'est des discours très sages et que il y a une maturité qu'on entend derrière et qui est hyper agréable à entendre. En plus, ça peut être des modèles vraiment hyper inspirants, même si on n'est pas non plus beaucoup plus jeune que vous, mais ça fait plaisir en fait. Comment vous pourrez nous dire le petit chemin? Alors, bizarrement, c'est vrai qu'il y a encore des conditionnements sur l'âge. À chaque fois, on dit « Ah, t'as un an de plus, etc. » Ça met une certaine pression. Moi, j'ai eu de la chance d'évoluer dans un milieu où tous les âges étaient mélangés. Dans la mode, voilà, il y a des mannequins très très jeunes et puis il y a des stylistes beaucoup plus vieux, des photographes. On est tous vraiment mélangés et ça fait un cocktail assez joyeux et où sincèrement on ne parle pas vraiment d'âge. Donc moi j'ai assez évolué, j'ai été chanceuse de finalement ne pas faire trop attention et de ne pas dire j'ai un an de plus, mon Dieu, une ride de plus, etc. Donc j'ai essayé de ne pas me mettre cette pression en plus. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais en même temps, je trouve que là, plus on grandit, plus on est bien, plus on sait ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et finalement, quelque part, je préfère la femme de 50 ans à la femme de 18 ans que j'étais. Moi, j'ai évidemment été concernée par cette cinquantaine qui approchait et que j'ai donc bien dépassé. Et finalement, de réaliser que c'était un âge extraordinaire. Et alors, est-ce que c'est plus facile qu'à 20, qu'à 30, qu'à 40 ? Non. Par rapport au drame que j'ai évoqué au début du podcast, bien sûr que mon contexte de vie aujourd'hui est beaucoup plus fluide parce que c'est ça. C'est. Moi, je dis toujours à mes patients, quand vous ressentirez que c'est fluide, c'est que vous êtes guéri. C'est la fluidité, c'est vraiment le témoin de progrès. Et cette fluidité, je l'ai ressentie à 20 ans, je l'ai ressentie à 30, mais par exemple à 35, 40, où j'ai vécu un des drames, je n'étais pas là-dedans. Donc forcément aujourd'hui que la vie est beaucoup plus fluide, que je me suis reconstruite, que j'ai travaillé, que je suis une soignante, oui, je trouve que c'est un âge très jeune. Et puis la femme de 50 ans aujourd'hui, c'est la femme, c'est les 40 ans de nos mamans. C'est un âge, vraiment, je le dis à toutes les auditrices, c'est un âge qui est kiffant, qui est extraordinaire. J'encourage tout le monde à faire une fête géniale parce qu'il faut se célébrer et là aussi c'est un symptôme que je retrouve en patientèle, des gens qui ne se célèbrent pas, qui ne fêtent pas leur anniversaire, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais on doit fêter son anniversaire, c'est notre venue au monde, on doit célébrer ça. Donc c'est ni plus facile ni plus difficile, ça se pose pas en ces termes-là. C'est évidemment, ça dépend encore des contextes. On peut se sentir très jeune à 50 et vieux à 20, etc. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a les moyens de vieillir physiquement bien, d'être belle à 50 ans. Donc, c'est vraiment génial, cet âge-là. Oui, puis il y a une forme de sagesse qui s'est instaurée et de ressources, en fait. On sait plus où sont nos ressources, on se connaît mieux. Évidemment. Il faut quand même qu'il y ait un petit bonus. Quand même. Parce que bon, appelons un chat. Bien sûr qu'on vieillit et mais en même temps qu'on vieillit et qu'on approche cette heure fatidique, on gagne aussi en grandeur d'esprit. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a des femmes qui sont extrêmement belles à 50 ans et qui étaient peut-être plus belles à 50 ans que ce qu'elles étaient jeunes aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage justement en faisant plein de travail. C'est indéniable. On va vieillir, mais on a le choix de se trouver belle et de faire en sorte de rester belle selon sa vision. En tout cas, vous êtes magnifique. Vous aurez les photos sur notre fil et vraiment en allant sur les Instagram, mais vraiment. On n'est pas trop mal.
Ah ouais, non, Non, franchement, vous êtes sublime. Ça fait, ça donne envie de... La joie, c'est une bonne recette. Ouais. Ah bon, on va être super bienveillant. On est prête. C'est vrai que ça transpire. C'est le corps est tellement l'expression des mots et des émotions. Quand regardez les emojis, c'est voilà, c'est ça. Donc la joie, ouais, elle fait quelque chose sur le visage. Et donc justement, en parlant du visage, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme rituel? Qu'est-ce que tu as comme ustensile? Enfin, Là, j'en ai tellement, c'est-à-dire que j'adore la médecine chinoise traditionnelle. Donc, il y a des objets magnifiques comme les gua sha. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous avez déjà pratiqué. Alors, les gua sha, ce sont des pierres qui sont taillées avec des formes particulières pour épouser le visage et pouvoir le masser. Donc, c'est un petit peu comme une face gym, enfin une gym faciale, un peu comme aussi le yoga du visage, mais là, on va appliquer les pierres qui ont des particularités pour le visage et aussi leurs formes qui vont venir remodeler et épouser toutes les formes. Donc c'est assez incroyable l'effet. On y croit ou on n'y croit pas, mais sincèrement, quand on l'utilise régulièrement, on voit les bénéfices. Et ça peut jouer sur les rides qui sont sur le visage. Ça remodèle, donc on voit tout de suite le contour du visage, les pommettes, tout se redessine, se remodèle. Évidemment, c'est surtout aussi sur le drainage lymphatique, parce qu'on en fait souvent sur le corps, on se masse le corps, mais le visage, on oublie, on le maquille, on le camoufle. Alors ça, c'est toujours quelque chose aussi qui m'a un petit peu frustrée dans le maquillage, toutes mes années de make-up artiste. Toutes les personnes veulent se cacher, se transformer, ressembler à quelqu'un d'autre. Alors qu'on a tous une beauté unique, qu'on est tous uniques et c'est merveilleux justement de aller chercher ton point fort et de le mettre en avant au lieu de le cacher. Et c'est ça, moi, que j'essaye de transmettre aujourd'hui. C'est juste, n'essaye pas de cacher, mais essaye de magnifier quelque chose qui est ton atout. Et ça, c'est aussi d'aller le chercher. Donc, de mieux se connaître. Donc, voilà, on va aller voir si c'est tes yeux, ton regard, ta bouche. Et puis, tu viendras mettre une couleur qui va égayer et attirer l'attention sur cette chose magnifique dans ton visage. Et donc, ça, on peut venir te voir pour que tu nous expliques ce que c'est? Oui, on peut. On fait donc, toujours, toi, tu es au bon marché, c'est ça? Alors, moi, je suis au bon marché. Ma marque est au bon marché. Je viens souvent faire des masterclass. Et je fais aussi des photos de l'aura. Oh, ça a l'air génial. Ouais. Donc en fait, je prends en photo les énergies du moment présent, parce que en général, nos énergies, elles évoluent selon le temps, selon ce que nous activons. Et donc des couleurs vont venir apparaître et ces couleurs-là, elles vont parler de ce que tu vis en ce moment. Donc il peut y avoir des rouges, des oranges, des bleus et toutes ces couleurs ont des significations bien précises. Donc en général, je fais des lectures. Et par exemple, juste un exemple par rapport aux couleurs. Je suis très attachée aux couleurs. C'est vrai. Elle est monomaniaque de la couleur. Mais non, mais ça m'intéresse. Je pense que les gens comme moi, ils ont envie de savoir les couleurs. D'accord, si tu prends toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si tu vas dans les rouges, dans les oranges, ce sont des énergies très terrestres, de feu, donc de la passion, du dynamisme. Dès que tu vas commencer à passer au jaune, c'est le rayonnement. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe des chakras, des énergies. Donc c'est totalement relié à ce concept-là. Donc rouge, c'est la racine. Donc tu viens t'enraciner, il y a une énergie de assez forte. Le orange, c'est la créativité, c'est ce que tu dégages, c'est le développement personnel. Le jaune, voilà, c'est ce rayonnement que tu vas donner aux autres. Il y a aussi un côté très intellectuel où tu peux réfléchir énormément. Quand tu as une aura bleue, très bleue, tu es aussi dans la communication. Tu vas beaucoup partager. Tu as besoin aussi de parler avec de la fluidité. Le violet, eh bien tu commences à monter dans les strates et là tu as plus de communication. Tu es une personne très créative qui a besoin de communiquer, de recevoir des messages. Et j'ai oublié une couleur hyper importante, le turquoise, qui est aussi une couleur de moment présent où tu vas venir relâcher. C'est très beau, ça parle énormément. Toutes les couleurs parlent. Et alors des personnes peuvent avoir des auras très mélangées, donc avec plein de couleurs. Et ça c'est bien. Comme un rainbow. Oui, c'est magnifique. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Tout est beau dans les couleurs. Est-ce que tu vois l'équilibre aussi
Il y a des gens qui sont complètement coupés par le milieu, une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Ça, c'est parce que l'émotionnel et l'action prennent le pas. Donc, ils ont un petit peu voilà deux opposés, mais c'est toujours équilibré aussi. Et sinon, une grande harmonie, c'est quand tu as une couleur principale qui vient comme ça t'entourer, et c'est très joli, ça parle énormément. Il y a aussi des guides qui viennent, ça, voilà. Et ça, on peut venir le faire au bon marché aussi, Oui. c'est ça? Oui. Ouais, sur rendez-vous, et on a toujours des surprises, et certaines personnes sont étonnées, d'autres s'attendent à ces couleurs parce qu'ils les portent déjà. Et il y a aussi des choses très jolies, c'est-à-dire que, par exemple, imagine, tu as ton aura qui est bleu. Et la personne, elle, va porter du rouge. Pourquoi? Parce que son émotion, son énergie est très paisible, c'est du bleu, et elle a besoin de se booster, et du coup, elle porte du rouge, et souvent, on voit des couleurs complémentaires s'additionner dans la vie. C'est très intéressant. Et le blanc, ça c'est existe rigolo. aussi? Alors, le blanc, souvent, ce sont plutôt des nuages, des zones nuageuses qui sont autour de toi et qui viennent. Et souvent, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des guides, des petits anges qui sont autour. Si tu y crois, voilà, si tu penses qu'il y a des énergies qui te protègent, eh bien, elles sont là, et elles sont assez nuageuses tout autour. C'est très lumineux. Ah, génial. On a tous envie d'aller faire notre Ouais, photo. Et donc ça, c'est tout ce qui t'entoure, ce qui me permet de venir à l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Parce que c'est vaste, mais du coup, c'est ça, en fait, c'est... Moi, j'ai une passion pour les couleurs, elle a une passion pour l'épigénétique. Ouais. Ok. D'où sort cette passion? Parce que tout le monde n'est pas passionné. D'où ça sort cette passion? Ah, mais je sais pas, ça me... Parce que Écoute, t'as ça été frappée un me... matin Ouais. Non, on m'en a parlé une fois, et en fait, ça résonne dans ma tête, et je veux trop... C'est pas pour rien, et c'est vrai que c'est alors c'est pas moi qui le dis, mais enfin en tout cas je l'ai aussi observé. C'est bon, Joël de Renesse, c'est un scientifique qui a popularisé donc l'épigénétique en France, dont le terme a été fondé par Conrad Waddington en 1949, qui était un biologiste anglais. L'épigénétique, c'est une très belle révolution, et ça nous enseigne que nous sommes maîtres de notre destin. Et qu'on peut influencer notre génome. Attention, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais j'ai beaucoup étudié dessus. Je me suis formée à toute cette mécanique. Nous sommes maîtres de notre destin. L'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique. On a la génétique qui est, on dit que c'est l'écriture. Et puis, on a l'épigénétique au-dessus qui est la lecture. L'épigénétique, la définition exacte, c'est l'influence de l'environnement cellulaire et physiologique sur l'expression du génome. Mais le génome ne change pas, la séquence d'ADN reste inchangée. Sauf que cet ADN, il est lu. En fait, c'est la modulation, je vais essayer de le dire de manière plus accessible, et je pense que c'est entendable, c'est la modulation de l'expression du génome en fonction du comportement quotidien. C'est pour ça qu'on peut influencer notre génome. Alors, ce comportement quotidien, on va parler, Joël de Renesse parle de 5 éléments qui se combinent entre eux et qui vont donc influencer ce génome. On a le sport, la nutrition, la gestion du stress, est très important, très impliqué, la gestion du plaisir et l'environnement sociétal et familial. Et puis on peut illustrer ça, tout le monde a vu la vie est un long fleuve tranquille. C'est ça, c'est qu'est-ce que mon environnement sociétal et familial va avoir comme impact sur l'expression de mon génome, sur mon potentiel inné. Eh bien, ces 5 éléments combinés en eux vont produire des molécules qui s'accrochent à des enzymes qui vont rentrer dans le noyau de la cellule et faire que le génome va pouvoir s'exprimer ou au contraire se rendre silencieux. Donc en fait, l'épigénétique, c'est plusieurs lectures d'un même ADN qui vont donner lieu à différentes interprétations en fonction des conditions dans lesquelles je lis mon livre, je lis ma génétique. Mais ça veut dire encore une fois qu'on n'est pas victime de son génome, qu'on est capable d'en altérer le fonctionnement en fonction des comportements quotidiens. Et il y a même un autre grand professeur qui est passionné d'épigénétique en France, qui s'appelle Gilbert de Rais. Il est beaucoup intervenu lors de la Covid. Il est passionné d'épigénétique, il fait beaucoup de conférences, et lui dit, j'adore cette expression, qu'on peut chouchouter nos chromosomes, parce que quand on parle d'ADN, on parle de chromosomes. On peut chouchouter nos chromosomes, on peut tous être en bonne santé. Après, il y a ce qu'on doit vivre,
il y a ce qui est fait pour nous, pas pour nous. Il y a évidemment tout ce qui se passe dans l'invisible. Mais aujourd'hui, j'aime bien cette idée qu'on est maître de notre destin. C'est ça l'épigénétique. C'est comment je lis mon ADN, puisque l'ADN c'est un alphabet de 4 lettres. Comment je lis ces 4 lettres? Si c'était une question de résonance aussi, parce que tu disais qu'il y a des phénomènes, voilà, ton environnement, ce que tu manges, toutes ces choses-là. Donc il y a aussi un effet de résonance. J'entends le mot résonance par rapport à tout ce que tu as dit. Je sais pas si on peut mettre cette terminologie-là, mais je vais donner un exemple extrêmement concret pour que les auditeurs comprennent. J'ai un patient qui vient me voir et dont l'objectif est d'aller monter le Machu Picchu. Je dis ça parce que j'ai vu quelqu'un hier qui partait au Pérou. N'empêche que le patient qui voulait vivre une aventure comme ça, je l'ai eu. Et sauf qu'il est issu d'un conditionnement, entre guillemets, attention, tu vas tomber. Tout est dangereux, le terrain est miné, l'étranger c'est dangereux, l'aventure c'est dangereux, faut pas y aller, vase clos, on reste entre nous. Bon. Il est évident que son génome, parce que il y a un gène qu'on appelle le gène de l'aventure. Mais ce génome, à votre avis, étant donné qu'il a peur par rapport à ce qu'on lui a transmis, de partir au Pérou, est-ce que, à votre avis, il va avoir besoin de ce génome? Non. Bah non. Donc l'expression de ce génome, il n'y en a pas besoin. Le génome, lui, bah je reste silencieux. Je reste silencieux, on n'a pas besoin de moi. Oui, mais vu qu'il a quand même envie d'y aller, ça veut dire que ce génome, peut-être le titille quelque part, peut-être qu'il reste silencieux, mais quand même, il dit « Youhou, j'existe, si on faisait un truc ensemble ». Mais ce génome, et c'est exactement ça, il va dire « Youhou, j'existe » à partir du moment où le patient, en travaillant avec quelqu'un d'autre ou avec moi, va lever sa peur du Machu Picchu. Hein, je donne quelque chose de encore une fois, de concret et de symbolique. Et le jour où il comprend que l'inconnu n'est pas dangereux, effectivement, il a besoin de son gène de l'aventure qui a le DRD4-7R. Il en a besoin. Donc effectivement, il va le bousculer. Alors après, on ne sait pas quand, on sait pas comment, quel est le timing, mais effectivement, il va à un moment donné avoir il va changer d'habitude, il va changer de comportement, il va vouloir partir explorer l'inconnu. Et là, il va avoir besoin de ce génome qui s'exprime. Il a le génome. En fait, on a tous un potentiel inné qui cherche à se dire. Je veux dire, on parlait de perfection tout à l'heure en off, et la perfection, encore une fois, c'est pas très intéressant. Mais malgré tout, on a un super potentiel inné. Mais malheureusement, avec tous les conditionnements totalement inappropriés à la réalité de ce qu'on voulait vivre, à cause de tout ça, ce potentiel inné, il s'exprime pas. Et comment on fait alors? Si on vient de voir, tu vas débloquer ce génome qui va faire en sorte que... Je comprends pas le pont. En fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que là, on est sur une mécanique, qui dit que on peut influencer l'expression de son génome. Ok. Donc on a un tas de gènes, on a à peu près 30 000 gènes, dont seulement 8% codent pour une protéine. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de junk ADN dont parlait aussi Joël de René, dont on savait pas. Voilà. Aujourd'hui, on les appelle les gènes adaptatifs. Ils servent à quelque chose. OK? Bon. Donc non, moi, on vient me voir, je fais pas youhou, petit génome, réveille-toi. Non. D'abord, il y a évidemment un entretien où la personne libère sa parole, se met en confiance, on sécrète de l'ocytocine, etc. Et elle m'expose sa problématique que je lui restitue pour être sûre d'avoir bien entendu. Elle remplit un document que je lui remets qui contient un arbre généalogique très succinct avec d'autres questions. Et très vite, en fonction de ce qui s'est passé sur l'arbre généalogique, je vois c'est presque du laser, mais je comprends sa logique comportementale. Ok, et que ça la bloque pour atteindre son objectif qui peut être je veux rencontrer quelqu'un, je veux aller au Pérou, je veux prendre l'avion, je voudrais me positionner, je veux apprendre à dire non, etc. Et là intervient évidemment mon outil quand même principal qui est le test musculaire, cher à la kinésiologie et au neurotraining. Ce test musculaire, il est basé sur le principe que en état de stress, il y a un affaiblissement du tonus musculaire. À l'inverse, quand il n'y a pas de stress sur un sujet évoqué, le tonus est maintenu. Et ça va être mon entrée dans la séance.
Le lien avec l'épigénétique, c'est que moi, l'épigénétique me permet de comprendre toute la mécanique qui fait qu'il est dans cette posture-là et dans cette logique-là. Mais si ça a marché dans un sens, ça peut marcher dans l'autre, parce que l'épigénétique nous enseigne aussi que ce n'est pas, c'est réversible. C'est réversible. Ce qui a été fait dans un sens peut être allumé. Les Anglais, ils parlent de gènes off et on. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ce gène qui est off, oui, on peut le rallumer. Comment? En le libérant de sa peur, qui va faire qu'à un moment donné, le gars, il va vouloir prendre l'avion. Par exemple, il vient me voir parce qu'il avait peur de l'avion. Il se libère de cette peur de l'avion qui est due à toute une histoire familiale, à tout un conditionnement, à plein d'implants. Il est libéré de cette peur. Donc, il est en train d'acquérir le comportement en changeant sa perception, parce qu'on agit évidemment sur la perception, d'acquérir le comportement de, entre guillemets, de prendre l'avion. Et là, il va bousculer, effectivement, un gène va pouvoir s'exprimer qui n'était pas utilisé, en fait. C'est un potentiel inné qu'il n'utilisait pas. Mais non, on n'appuie pas sur un bouton et puis un gène se réactive. Non, mais c'était super bien expliqué. Du coup, c'était important d'avoir l'explication. Enfin, je trouve que c'est vachement plus clair, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui, même pour nos auditeurs et tout, c'est tellement passionnant. On a envie de comprendre comment on fonctionne. C'est un peu ce qui nous passionne. Mais quoi. c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un espèce de... On a tous un immense tableau de fusibles. Ouais. Et à un moment donné, quand on arrive à faire la lumière dessus, justement, ça allume la lumière. Mais en fait, c'est pas... Sauf que les fusibles, il faut le lever pour allumer la lumière. Alors que là, on allume la lumière et du coup, le fusible se dit, tiens, je peux me lever. C'est un peu ça. C'est tout à coup ta ressource innée. C'est ça. C'est tout à coup, il y a une ressource innée qui cherchait à s'exprimer, mais à qui on donnait pas la parole. Mais elle se rend compte qu'elle peut s'exprimer. C'est vraiment ça, la mécanique de l'épigénétique. C'est vraiment ça. C'est-à-dire l'environnement de cette personne va changer, son comportement va changer, sa gestion du stress va changer, son plaisir va changer. Et ce petit génome, lui, il demande qu'à ouvrir le bec. Après, si j'ai un protocole de 3 à 5 séances, concrètement, on ne sait pas quand la ressource innée va, entre guillemets, se réallumer. Le patient, lui, très vite, il change de perception parce qu'il a des exercices à faire, souvent à la maison, etc. Et on en fait en séance. Très vite, il change de perception. Et c'est dans un deuxième temps qu'il développe son nouvel acquis. Il a appris à avoir peur de l'avion. En fait, c'est ça. On m'a appris à avoir peur de l'avion. Eh bien, moi, je vais vous apprendre à ne plus avoir peur de l'avion. Parce que toutes les peurs avec lesquelles viennent les patients, ce sont des peurs construites. On n'arrive pas au monde, on parle d'acquis versus inné, on n'arrive pas au monde avec la peur de l'avion. Enfin, moi, je connais personne qui arrivait au monde avec la peur de l'avion. Donc, à partir du moment où c'est construit, ça peut être déconstruit. C'est très positif, tout ça. C'est encourageant. Ça, c'est une révolution assez extraordinaire. C'est vraiment un contrôle. C'est cette génétique isolée. La génétique isolée ne sert à rien. Puis ce que j'aime dans ton discours, c'est que c'est pas culpabilisant. Parce que des fois, je trouve que ça peut être assez culpabilisant de se dire qu'on est maître de tout. Et en fait, oui, c'est vrai, on est maître de tout. Et moi, c'est dans mes grandes croyances. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas forcément... ça peut être culpabilisant en se disant, ah mince, mais alors, être un peu perdu, mais par quel bout je le prends? Comment je fais? Même si on a l'envie, si ça va plus loin, si c'est plus haut, entre guillemets, avoir un outil comme l'épigénétique, enfin après il y a beaucoup d'autres outils, mais là on parle d'épigénétique en l'occurrence. Mais c'est intéressant. Sarah, l'épigénétique n'est pas un outil, c'est vraiment faux. L'épigénétique, c'est une discipline de la biologie, mais il y a toute une mécanique. Donc en observant la mécanique qui se passe dans un sens, on se rend compte qu'on peut faire dans l'autre sens. Donc c'est pas un outil. Moi, j'ai pas d'outil épigénétique. C'est un état des lieux en fait. Oui, exactement. On vient de mettre en lumière un état des lieux pour tuer un peu les croyances limitantes, pour révolutionner en fait la pensée humaine par rapport à nos croyances. Oui, une compréhension. C'est trouver le lien. Enfin, c'est l'état des lieux. C'est voilà. Moi, je vais atteindre ça. J'ai cette croyance. On m'a transmis ça. J'ai cette croyance-là. Mais avec cette croyance-là, j'ai toutes ces ressources qui sont éteintes. Donc, je peux pas atteindre mes objectifs. C'est ça sur quoi on joue et on essaye d'agir, puisqu'encore une fois, entre guillemets, la guérison n'appartient pas au thérapeute. En tout cas, ça nous a bien éclairé sur l'épigénétique.
Ouais, c'est passionnant. Nous sommes, Gilbert Deray, que je cite encore, le chef de service néphrologie à la Salpêtrière, donc passionné d'épigénétique, dit « Nous sommes ce que nos grands-parents ont mangé ». Sauf que ce qu'on a mangé, c'est indigeste parfois. Je trouve ça passionnant et surtout par rapport à une conversation qu'on avait justement hier avec Maya, où on discutait en préparant l'émission du conditionnement que on peut ressentir dans la société quand on fait beaucoup de choses, par exemple. Quand on a beaucoup d'activités qui sont diverses, comme Maya, par exemple, comme moi, comme Angelica, les gens, en l'occurrence en France, tout le monde est conditionné à vouloir faire qu'un seul métier, par exemple. Si tu t'intéresses à quelque chose d'autre, on va te dire, Maya, tu peux nous en parler de toi, c'est ton expérience que tu as, tu es riche de tellement une diversité folle en expériences, en métiers différents. Je me suis toujours vue comme pluridisciplinaire avec plusieurs passions, puisque en l'occurrence, mon métier c'est ma passion, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde aussi. Donc parfois on voit, tu fais un métier puis tu as tes passions à côté. Et quand tu es passionné de la vie, tu fais beaucoup de choses et tu aimes les faire et tu les matérialises. Et d'avoir plusieurs métiers, parfois ça peut perturber certaines personnes. Voilà, le conditionnement est très important dans cette matière-là et savoir se détacher de ça, c'est pas simple. Donc ça peut procurer des angoisses. Moi, je sais que dans toutes les méditations que je donne, j'essaye de libérer les gens par des méthodes de sonothérapie, de visualisation, où tout est possible et on est ce que nous visualisons. Et on est possible. Enfin, tout est possible. Tout est absolument possible du moment qu'on a l'envie. Ouais, et surtout, rien n'est irréversible. C'est ça aussi que nous enseigne l'épigénétique. Et la motivation, oui, l'envie, la motivation, c'est ce qui participe grandement à la thérapie. C'est la part de motivation, ouais, pour déclencher de la dopamine. Et donc toi, quand tu fais tes méditations, c'est avec des bols Oui, moi je donne des méditations sonores. Alors je vais venir travailler avec des instruments thérapeutiques. Donc ça peut être des bols de cristal. Donc on va venir faire chanter et frapper ces bols. Il va y avoir des fréquences bien particulières. Alors on sait qu'on est fait de 70 à 80% d'eau. Donc nous sommes des êtres vibratoires. Et lorsque nous recevons des fréquences, ça va venir impacter notre bien-être. On va venir se détendre, relâcher les émotions. Parfois on peut sentir aussi des choses désagréables. On peut venir décristalliser des émotions ou même des douleurs articulaires, musculaires, c'est complètement normal. On va venir un petit peu comme une sorte de détoxification, venir fluidifier le corps, l'esprit. Alors ça, quelque part, c'est assez scientifique aussi, le son. Il y a des études qui ont été faites. Le son, a des bénéfices sur notre corps. Donc, ce sont des très belles thérapies. Alors, thérapie holistique, bien sûr, c'est toujours en complément de la médecine. Ouais, et en plus, c'est vrai parce que souvent on te déconseille aussi si t'as eu genre des grosses fractures ou si t'as encore des cicatrices un peu à vif, peut-être de faire les bains sonores parce que il y a vraiment un truc vibratoire tout à fait, parce que tu vas venir, justement, ton corps va vibrer. Donc si tu as un os, quelque chose qui est fêlé, qui est cassé, c'est très déconseillé. Si aussi on a des pièces en métal, toutes ces choses-là, oui, à faire attention, à prendre en compte très fortement. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une activité sur le corps vibrante. Oui, il y a un impact. Oui. Le son, c'est très très fort et c'est très précis. C'est un petit peu comme, c'est très chirurgical finalement. Il va venir taper là où on a besoin. Ça peut être bien de vous voir toutes les deux. On fait un petit complément. On fait une petite séance. Donc on fait une petite séance de neurotraining avec toi. Après on fait un petit bain sonore et genre on est au top quoi. Carrément. Ce que dit l'épigénétique, c'est que une caractéristique, alors en plus, ce que Conrad Weighton a découvert, c'est qu'une caractéristique acquise par un facteur externe, donc l'influence de l'épigénétique sur l'expression des jumeaux, peut devenir héréditaire. C'est comme ça
que se transmet la peur du prédateur, la peur de l'étranger, etc. La peur que mon mari meure, la peur que mon enfant se retrouve orphelin parce que lors sur la lignée, il y a eu un petit garçon qui s'est retrouvé orphelin d'un de ses parents. Donc forcément, la mère, enfin non même pas, le petit garçon va avoir un comportement de survie face à cet événement traumatique. Et jusque-là, tout est logique, sauf qu'à un moment donné, ce comportement de survie face à l'événement traumatique va entraîner des carences, des manques, etc. Et c'est lui, plus tard, quand il aura des enfants, qui risque, je dis bien qui risque, de transmettre la mémoire de son vécu en élevant ses enfants comme si lui risquait de mourir, alors que tout le monde est vivant. Et on se retrouve avec une troisième descendance qui arrive en patientèle avec une problématique que je vais peut-être vite découvrir comme en lien, en regardant l'arbre généalogique, avec la possibilité que effectivement il y a dû avoir des orphelins sur l'arbre généalogique. Pareil pour une arrière-grand-mère qui a peut-être une grand-mère. On a tous des grand-mères qui ont probablement des arrière-grand-mères qui ont subi des agressions. Comment une femme qui a subi une agression sexuelle va réagir en termes de survie face à cet événement traumatique? On revient au prédateur. Bon, comment va-t-elle élever ses enfants? Comment ces enfants vont recevoir l'information et qu'est-ce que eux-mêmes vont transmettre? Tout ça sous le poids du secret en plus, c'est-à-dire que... Alors, oui ou non? Oui ou non? Oui, mais souvent, c'est vrai qu'on nous transmet des peurs, mais on n'a pas la racine de la peur. Non. Il peut y avoir des non-dits, mais il peut y aussi, il se peut aussi que les choses soient clairement dites, ce qui évidemment libère quand même en partie la descendance. Et c'est là que vous vous retrouvez en patientèle avec quelqu'un qui vient vous voir parce que elle rencontre personne. Ce que je disais tout à l'heure. Si sa croyance, encore une fois, c'est que l'homme est dangereux, le meilleur moyen de s'en protéger, pardon, ouais, c'est ça, mais ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais c'est comme ça donc on hérite des caractères acquis. Donc on n'hérite pas que de la génétique, des yeux bleus et des cheveux blonds de papa et maman, mais on hérite également de toute cette génétique. Et c'est comme ça que les choses sont véhiculées. Sauf que pour la personne qui en a hérité, c'est pas du tout adapté à la réalité de sa vie. Elle a pas subi de trauma, elle est ni orpheline, ni elle a été agressée. Et pour autant, elle peut avoir le comportement inapproprié de quelqu'un qui a subi le trauma. Et du coup, c'est pas du tout une coïncidence que, à l'heure actuelle, on parle énormément d'épigénétique et on parle énormément de transgénérationnel. Parce que finalement, je dirais pas que c'est un synonyme, mais oui, voilà, c'est ça. Bien sûr qu'il y a une résonance. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais l'épigénétique, elle existe en fait depuis très longtemps. Hein. On a mis un mot dessus que en 1949, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, elle existe depuis très longtemps. Hein. En fait, pour rebondir sur du coup sur ce discours et sur ces pratiques, est-ce que toi, dans ta pratique qui est plus de l'intime, entre guillemets, avec une personne que tu vas maquiller, que tu vas masser, avec qui tu vas faire un soin, ou dans ta façon de faire les produits aussi, est-ce que des fois, tu peux avoir des femmes qui vont... T'as développé une certaine sensibilité qui fait en sorte que tu peux sentir des choses comme ça, tu peux être à l'écoute une forme de thérapie, entre guillemets, qui s'instaure. Je pense qu'on est tous capables de canaliser des messages pour les autres. Donc ces messages, ils viennent de nos ressentis, de tout ce que l'on ne dit pas avec les mots. Donc quand on voit une personne et quand on rentre dans cette intimité, si je la masse ou je la maquille, je vais réellement pas me mettre à sa place, parce qu'on peut pas se mettre à la place des gens, mais ressentir ce dont elle va avoir besoin, le levier qui va l'aider à se sentir mieux, à libérer, se sentir belle. Parce que pour moi, je pense que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des missions de vie et depuis toujours, je sais que c'est de rendre beau, d'aider les personnes à rendre beau parce que c'est une très belle énergie. Et l'amour, voilà. Je pense que plus tu donnes de l'amour et c'est
Et c'est dans ta façon de faire les produits aussi, parce qu'on peut acheter des produits. Et comment tu imagines ces produits? Parce que ça me fascine, en fait, de me dire, tu te lèves un matin, tu dis, je vais faire un produit comme ça, et qu'est-ce que tu utilises? Comment on arrive à faire une marque? C'est quand même... J'essaie toujours de résoudre des problématiques aussi. Donc, tous les obstacles que j'ai vécus, lorsque je les ai transformés, j'essaye de créer, voilà, un objet ou un produit qui va être en relation avec pour pouvoir aider les personnes. Donc c'est vraiment dans ce don, voilà, un don de Et t'as pas un exemple, partage. par exemple? Le spray, oui, le spray que j'ai créé. Donc j'ai créé un spray à base de 3 huiles essentielles, donc soit 3 huiles essentielles qui vont venir jouer sur l'émotion. Et ce spray, je l'ai créé quand je vivais à New York, où je pense que c'était une énergie trop forte pour moi. Déjà, la ville de New York, elle est construite sur du granit, et cette pierre-là, c'est une énergie très très forte. D'ailleurs, on dit que c'est la ville qui ne dort jamais. Et je me sentais parfois un petit peu déstabilisée. J'avais besoin d'ancrage et parfois de joie, alors que je suis une personne très très joyeuse, mais je pouvais me sentir complètement submergée par ces moments, par le bruit, l'énergie des gens qui est assez intrusive. Et j'ai commencé à faire instinctivement, j'ai commencé à faire des mélanges parce que j'adore l'aromathérapie et je pense que l'olfactothérapie, c'est quelque chose alors c'est pas magique, mais ça nous donne des émotions immédiates parce que c'est le seul sens qui n'a pas de filtre. Quand vous sentez une odeur, vous avez une émotion. On ne met pas de mots sur une odeur. On ne dit pas, tiens, ça sent la lavande, du truc, non, c'est une émotion. Par exemple, vous allez sentir une odeur, ça me rappelle le tiroir de ma grand-mère avec ses bijoux, ou quand j'ouvre ça, c'est vraiment la Madeleine. C'est jouissif en plus. C'est jouissif. Voilà, on a tout de suite des films qui se font dans la tête. Et les odeurs ont la capacité de vous apaiser, de vous transporter dans ce film, dans cet endroit, dans ce lieu où vous vous sentez en sécurité. Donc voilà. Elles ont vraiment une mémoire, hein. Les odeurs, c'est une mémoire, quoi. Oui. Une mémoire. La mémoire active. C'est incroyable. Et en fait, de travailler avec les odeurs, ça peut vraiment nous faire du bien et nous guérir de beaucoup de choses. Voilà. Et donc, dans ce spray, il y a quoi comme huile essentielle? Alors, il y a 3 huiles essentielles. Donc, je l'ai vraiment fabriqué sur une pyramide olfactive parce que dans la parfumerie, c'est une pyramide. Donc, on a toujours des notes de fond, de tête et des notes moyennes. Donc là, j'ai pris de l'eucalyptus. Ça sent très très bon, du lemongrass et du palo santo. Donc le lemongrass est très acidulé, citronné et en même temps c'est une racine, donc au niveau de ses effets, ça a quelque chose qui va nous ancrer, mais aussi ouvrir le plexus solaire et nous donner de la joie. Donc quand on le sent, on est en joie. Et puis, l'eucalyptus, il va agir sur l'ouverture du cœur, de la gorge et du 3e œil. Alors, quand on sent l'eucalyptus, souvent, d'ailleurs, on le sent dans des produits peut-être plus comme des médicaments, mais on a l'impression de sentir mieux, d'entendre, de voir, d'être plus clair, avoir une vision plus affûtée. En fait, il nous réaligne. Donc, cet eucalyptus va vraiment nous réouvrir lorsqu'on se sent enfermé dans une situation. Et puis, le palo santo, donc ça, c'est un bois sacré. Donc, qui est utilisé par des chamans pour clarifier, pour apaiser, chasser les énergies négatives et aussi se connecter au divin, à ce qui nous entoure, à ce qui est plus grand que nous. Donc voilà, ce mélange de 3 huiles essentielles pures va nous donner un effet de joie, d'ancrage aussi, de clarté, mais aussi de connexion. Et ça, on le met sur le visage? On le met tout autour de nous. Alors, pas sur le visage, parce que les huiles essentielles, parfois, ça dépend des allergies des personnes, il vaut mieux éviter. Mais on le pulvérise autour de soi, déjà pour se donner un coup de boost. Et puis, pour purifier l'atmosphère, on peut le mettre généreusement à l'intérieur, ou si on va venir faire une méditation, ça peut être juste pour régénérer l'atmosphère. Donc, il y a plusieurs utilisations, mais en général, c'est quand on se sent un petit peu fatigué, on a besoin d'énergie et de se purifier, de se clarifier. Génial. Et il y a d'autres produits comme ça que tu as créés qui t'as toujours envie de regarder pendant des heures? Oui, bien sûr. Après, j'ai créé un modèle assez unique. On parlait tout à l'heure des gua sha. Et le gua sha, c'est une technique assez incroyable. Ça veut dire gratter le feu, gua sha. Donc, gratter le feu, ça veut dire enlever tout ce qui est inflammation, maladie, sortir, détoxifier.
Et jusqu'à présent, les gua sha étaient assez petits et on l'utilise sur le visage. Évidemment, ils l'utilisent en médecine chinoise sur le corps. Ils frottent très fort sur des petites parties du corps. Mais moi, j'avais envie d'un gua sha assez généreux, un gua sha pour le corps, et qu'on puisse se masser, faire un drainage lymphatique, voilà, ramener de l'énergie. Moi, j'aime bien ramener toujours de l'énergie dans les choses, dans ce que je fais, et aussi pour moi, parce que voilà, on a tous tendance à être fatigués et surtout épuisés par ce qui nous entoure. Et ce gua sha corps, j'ai mis 2 ans à le dessiner. J'ai fait un prototype et je l'ai déposé. C'est une forme qui est assez unique et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, ça a aidé beaucoup, beaucoup de femmes. Moi, je l'ai créé à un moment où j'ai eu des problèmes hormonaux. Et c'est vrai que ma silhouette avait changé. Et c'était malgré moi. J'avais beau aussi faire du sport. Ça, voilà, j'avais besoin de quelque chose qui allait m'aider à travailler ma silhouette, l'aspect de ma peau. Et je suis très heureuse parce que c'est vrai que ça m'a aidée et ça a aidé les autres aussi. Ah, génial. On vous mettra tout une pure création. les photos en descriptif de l'épisode pour qu'on se rende compte à quoi ça ressemble parce que là, on le voit pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a trop envie Mais d'avoir. je crois que créer aussi, c'est notre... on est fait pour ça. Hein, quand on dit on est des créatures créées par le créateur, qu'on soit croyant ou pas, on est fait ici sur cette planète pour expérimenter. Déjà expérimenter tous nos sens, c'est important. Mais la créativité, c'est une qualité innée. Donc voilà un potentiel qu'on a tous, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'exprime pas cette créativité? On l'a tous. On l'a tous, bien sûr. En tout cas, vous avez été très créatifs ce soir. Et on arrive à la fin déjà. Ah là, ça passe trop vite. On pourrait vous écouter des heures, quoi. C'est ça le problème. On devrait faire des podcasts de 3 heures. Bon, alors, un petit mot de la fin. Bah oui, on a le petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter? D'abord merci évidemment de nous avoir de m'avoir permis d'exprimer ma parole, peut-être un petit zoom arrière sur le fait que je suis leur entraîneur et que j'avais un cabinet à Paris que j'ai fermé en septembre pour m'installer en Corse du Sud. Ça c'est ton gène d'aventurière. Voilà, exactement, celui-ci s'exprime très bien, croyez-moi, et mais il n'était pas réprimé de naissance. Et où j'ai ouvert un cabinet et où je vous accueille évidemment avec toute ma bienveillance pour vous aider à mieux vous connaître, mieux gérer la relation à l'autre, éradiquer vos peurs profondes et surtout prendre la responsabilité. J'aime bien ce mot et ce sera mon mot de la fin. Je crois que la guérison, elle appartient aux patients, mais à condition qu'ils prennent la responsabilité de ses choix, de ses actes et de ceux qui le touchent. Oh. Ouais, ça c'est bien vrai. Ouais. Ça c'est bien dit. C'est ça. Et toi, Maya, tu veux dire un petit mot pour la fin? Oui, que déjà c'est pour moi tout ceci c'est très émotionnel parce que de pouvoir toucher les gens, de partager, parce qu'on peut se toucher par les mots, mais aussi surtout réellement toucher, parce que j'ai de la chance de toucher réellement les personnes. Et ça, c'est un luxe aujourd'hui. C'est un luxe, c'est un grand luxe. Et c'est magnifique de pouvoir partager tous ces moments et j'espère que cette confiance qui s'installe mutuellement va encore grandir. Moi, je suis très heureuse de créer et en fait, je souhaite que toutes les personnes puissent prendre conscience de leur potentiel parce que on a un potentiel immense et unique. On est tous différents et justement de cultiver cette différence. Eh ben, c'est génial. Ouais. On va aller chez Sylvaine pour prendre connaissance de notre potentiel de créativité. On va aller en Corse. Qu'elle nous élève. Oui, c'est vrai. Et après, on créera comme Maya. Donc, c'est parfait. On a créé aussi un petit chemin de vie. C'est ça. Pour vous. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur toutes ces méthodes. Ça s'appelle La beauté énergétique pour réunir tout ceci, où il y a tout un parcours un peu émotionnel où on va venir se relier à la Terre, aux énergies de la Terre, les énergies subtiles, apprendre à les connaître. Et puis se respecter, aborder son corps, soi-même comme un temple. Puis après, on va venir travailler plein d'autres choses. Donc, à découvrir. Ah oui, et allez regarder sur Insta, on a des petites surprises pour vous. Merci. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission bien-être. On se sent bien déjà dans ce mois-là quand même. C'est parfait, on est très très bien. On a envie de tout tester en revanche, mais... Ouais, on va être bien. Au mois d'août, on va être
Au tech. On va être sublime. À la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.